Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous donne bien rendez-vous pour aborder ensemble les conduites dissociantes. On a vu ces dernières semaines tout ce qui pouvait se mettre en place suite à des violences qui sont exercées sur soi. Lorsqu'on est victime de violences, on a vu qu'il se mettait en place tout un circuit émotionnel qui était inconscient, donc il y a un circuit de survie qui va permettre en tout cas la sauvegarde de notre organisme. On a vu aussi que ce circuit de survie va avoir un impact. C'est que lorsqu'on n'est pas pris en charge directement, il va se constituer une mémoire traumatique, c'est-à-dire une mémoire qui est enfermée dans l'amygdale et qui peut exploser à tout moment. On a vu également combien ces explosions pouvaient entraîner une détresse et une souffrance chez les victimes. Bien, c'est sûr qu'à chaque fois que cette mémoire traumatique explose, elle va entraîner à nouveau bien toute une détresse. Elle va donner l'impression au cerveau de revivre l'acte de violence comme si elle retournait dans le passé. Et ça va entraîner quoi? Une remise en route du circuit émotionnel inconscient de survie. Alors, on se doute bien que ces explosions traumatiques, elles sont insupportables. Et donc, chaque victime va essayer de sa façon de mettre en place des stratégies pour pouvoir éviter ces explosions-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aborde les conduites dissociantes. Alors, on identifie plusieurs sortes de stratégies. Les premières stratégies qui vont se mettre en place assez rapidement s'il n'y a pas eu de prise en charge, ça va être des stratégies d'évitement et de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victime, comprenant que sa mémoire traumatique peut exploser sous l'impulsion de certains petits enclencheurs. On a vu que qu'est-ce qui peut être des enclencheurs? C'est tout ce qu'on va retrouver dans notre environnement qui est en lien direct avec le traumatisme que l'on a subi et qui va entraîner une explosion de la mémoire traumatique, mais que ça peut être aussi la peur qu'un acte de violence revienne, que la personne puisse être reconfrontée à un acte de violence qui vont faire exploser la mémoire traumatique. Comme stratégie d'évitement et de contrôle, eh bien, on peut se noter que la personne va essayer d'éviter tous ces enclencheurs. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle va essayer de se constituer une petite bulle sécurisante. Elle va éviter d'aller dans certains lieux, elle va éviter de croiser certaines personnes, elle va essayer d'éviter certaines situations. Elle va aussi mettre en place des stratégies de contrôle. Essayer de contrôler par des rituels qui peuvent prendre de plus en plus de place. Essayer de contrôler l'environnement en développant une hyper-vigilance, une hyper-attention à tout ce qui se passe autour d'elle, comme si elle se sentait censée s'attaquer et donc prête à fuir ou à attaquer, ou en tout cas à éviter un traumatisme. Ces stratégies d'évitement et de contrôle, ils ont un coût. On peut se dire qu'une bulle sécurisante, oui, ça peut être salvateur, ça peut apporter du bien, mais le problème, c'est qu'il va falloir de plus en plus de contrôle, de plus en plus de situations d'évitement et qu'on peut se retrouver avec une petite bulle restreinte. Notamment, ce sont des choses qu'on va voir quand les victimes sont très jeunes. Elles vont essayer soit de se constituer une bulle physique, soit une bulle dans leur tête, c'est-à-dire se créer un petit monde dans lequel elles vont se sentir en sécurité, mais qui n'est pas en adéquation avec la réalité. On vit, on travaille, on a une vie sociale, une vie active, et si au fur et à mesure, bien en contrôlant, on s'isole, ce n'est pas adapté, ça peut entraîner vraiment un isolement et une détresse supplémentaire.
Autre chose, c'est que toute cette hypervigilance, tout ce contrôle qui va se mettre en place va avoir aussi un impact au niveau de notre capacité à pouvoir être attentif à d'autres choses. Et donc c'est là qu'on peut voir que ça soit pour des victimes à l'âge adulte, mais aussi je songe aux enfants et aux adolescents, on peut vraiment voir que ces stratégies vont avoir un coût, que ces personnes-là vont avoir beaucoup plus de troubles de l'attention, des troubles de concentration, des troubles d'apprentissage et aussi des troubles de la mémoire qui peuvent vraiment être aussi des alertes pour du personnel éducatif sur l'état psychologique dans lequel peut être l'enfant qui l'accompagne ou l'adolescent qui l'accompagne. Alors, maintenant qu'on a vu les conduites, les stratégies de contrôle et d'évitement, eh bien, il faut se dire que comme elles ont des limites, il va falloir mettre au bout d'un moment d'autres stratégies en place. Ces stratégies, elles vont être dans notre ordre. Et l'idée ne va pas être de se créer une bulle. L'idée, ça va être quand, dans un premier temps, bien, quand la mémoire traumatique explose, elle réactive notre système de survie. Ça veut dire quoi? C'est qu'en se réactivant, eh bien, il va avoir une nouvelle décharge qui va être faite au niveau hormonal, qui va entraîner la disjonction. Et comme je vous l'expliquais lors de la première vidéo, cette décharge, elle est faite de drogues dures qui sont sécrétées de façon naturellement par le cerveau, la morphine, la kétamine, qui ont un rôle vraiment anesthésiant et dissociant. Le problème, c'est que lorsqu'on est confronté à cette mémoire traumatique qui explose, à chaque fois, ce circuit se remet en route. Et le problème, c'est que de plus en plus, bien chaque fois, il y a cette décharge hormonale, mais qui va entraîner une accoutumance. Ça veut dire que le cerveau va de moins en moins être en possibilité de pouvoir dissocier, de pouvoir disjoncter le circuit, du coup entraîner une anesthésie générale et du coup atténuer cette souffrance. C'est là que les conduites dissociantes rentrent en jeu. Pour la victime, il va falloir mettre en place des décharges, provoquer des décharges qui seront encore plus fortes, qui vont permettre d'anesthésier, de s'anesthésier, de pouvoir anesthésier la souffrance. Alors, ces conduites dissociantes, rappelons-le que tous ces circuits, tous ces mécanismes sont complètement inconscients. Ce n'est pas quelque chose que la victime veut, c'est quelque chose qui s'impose à elle parce qu'elle a besoin d'être anesthésiée, parce que la douleur dans laquelle elle vit, elle est insupportable. On va identifier différents types de conduites dissociantes. Les premiers types, ça va être des conduites dissociantes où on va faire appel à des dissociants externes. Ça va être des conduites addictives. Ça va être quoi? Ça va être boire, de consommer des drogues, de consommer des médicaments, de l'alcool. Tout ce qui va permettre de provoquer, par un élément extérieur, une anesthésie générale. On se doute des conséquences que ça peut avoir quand on est envahi par la mémoire traumatique, de mettre en place ce type de conduite dissociante, l'impact que ça peut avoir aussi bien au niveau de la santé physique que psychique, mais aussi en termes aussi de l'entourage, de l'isolement social que ça peut provoquer et des dégâts collatéraux que ça peut aussi provoquer. L'autre type de conduites dissociantes qui vont se mettre en place, ce sont toutes les conduites à risque. Donc, toutes les situations dans lesquelles la personne va se mettre en danger, soit en ayant des conduites autodestructives, c'est-à-dire s'automutiler, se mettre en danger physiquement, ça va être de se scarifier, ça va être d'avoir des conduites où on se fait mal, où on s'arrache des morceaux de peau, où on va sans cesse se faire tatouer parce qu'il y a une addiction à la douleur qui se met en place. Ça va être les tentatives de suicide jusqu'au suicide. On a les mises en danger
qui peuvent aussi apparaître. Donc ça va être rouler de façon excessive, à une vitesse excessive, ou avoir une conduite hyper dangereuse. Ça va être d'avoir des comportements dangereux où on se met vraiment dans une situation de grand risque, que ça soit avoir des comportements de troubles alimentaires, anorexie, boulimie. Ça va être aussi des conduites sexuelles à risque qui peuvent aller jusqu'à des conduites prostitutionnelles, des conduites avec des rapports sexuels et qui sont non protégés. Ça peut être de se mettre en risque en allant dans des quartiers qui sont connus comme violents, se balader seul. Et ça peut être aussi des conduites qui vont être addictives. On a parlé des drogues, de l'alcool et de tous les dissociants, mais ça peut être aussi se mettre dans les jeux, dans des situations addictives qui vont vraiment mettre en danger aussi bien matériellement, psychologiquement, physiquement et de l'extérieur. Et dernièrement, il y a une quatrième conduite à risque qui va être celle d'avoir des conduites délinquantes et des conduites violentes. Et donc, où on va utiliser l'autre comme objet pour pouvoir recréer cet état de dissociation et d'anesthésie. Alors, toutes ces conduites dissociantes, elles sont en lien avec le trauma initial. Quand il y a automutilation, quand il y a des conduites masturbatoires qui sont addictives, elles sont en lien avec le trauma. Ces conduites dissociantes, elles vont vraiment avoir des conséquences chez la victime. Pourquoi? Parce que, de un, elles vont remettre en route tout le circuit par la mise en danger, tout le circuit de survie, et donc recréer ce circuit, et donc entraîner encore plus de mémoires traumatiques par la suite qui du coup vont encore plus exploser et du coup qui vont nécessiter d'avoir des conduites de plus en plus dangereuses. Elles vont avoir aussi des conséquences dans la vie de tous les jours de la personne. En étant en état dissociatif, en étant continuellement dans cet état, on crée un détachement, c'est-à-dire une anesthésie émotionnelle, mais aussi une forme d'habituation au phénomène de violence. Ça veut dire qu'on peut devenir beaucoup plus tolérant à des situations de violence et donc se retrouver dans des relations toxiques sans les identifier comme telles, de se retrouver dans des situations de violence et ne pas les identifier comme telles parce qu'il y a cette dissociation qui est mise en place. Ça va aussi entraîner vraiment une incompréhension, aussi bien de l'entourage, des personnes qui entourent la victime, qui ne comprennent pas pourquoi la personne se met en danger de cette façon-là, et du coup, bien, ça peut isoler de plus en plus la victime. Ça va aussi entraîner énormément de culpabilité chez la personne. Je sais que moi, dans mon parcours, bien, j'ai eu des conduites dissociantes, que ce soit par rapport à l'alimentation, que ce soit par rapport à mon corps. Et mais comme je n'avais pas les outils à l'époque, je m'en voulais extrêmement. Et même en allant voir des thérapeutes, mais qui n'étaient pas formés à ça, en fait, je ressortais d'une séance en m'en voulant encore plus, en me disant il faut absolument que j'arrête de faire ça, mais sans mettre du sens sur ce que je faisais. Et donc, ça crée vraiment une culpabilité, c'est-à-dire que j'étais aussi dans la dévalorisation de moi-même et donc dans la baisse de l'estime de soi parce que je portais cette culpabilité d'être dans l'autodestruction, d'être dans des comportements violents vis-à-vis de moi. Et donc voilà, ça ne m'aidait pas et cette culpabilité elle peut vraiment peser lourd. Et puis il y a toutes les conséquences qui vont être d'ordre physique, se mettre en danger, avoir des conduites addictives, consommer des drogues, et bien ça met réellement en danger. Et donc vous aurez compris, toute cette conduite dissociante, eh bien, elles se mettent en place de façon inconsciente. Elles sont la résultante des violences. Et donc, si vous vous retrouvez aujourd'hui en m'écoutant dans des conduites
dissociantes, si vous vous identifiez à certaines situations que vous avez vécues, c'est vraiment important de faire le lien avec aussi votre vécu de maltraitance ou d'inceste ou de violence que vous avez rencontré, en me disant, mais là, il y a peut-être des conduites dissociantes qui se sont mises en place à un moment. Ok, on accueille et surtout on ne culpabilise pas. Ce n'est pas quelque chose que vous avez voulu. Personne, en somme, n'a envie de s'auto-détruire de façon volontaire. On a tous en nous cette pulsion de vie, mais malheureusement, nos parcours peuvent faire que bien, ces conduites sont les seules possibilités pour se maintenir en survie face à toute la détresse qu'on vit et face à cette mémoire traumatique qui peut sans cesse exploser. Voilà, je vais en terminer là pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'informations. Bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, à peut-être me poser une question, à partager cette vidéo avec toutes les personnes qui autour de vous pourraient être intéressées par le sujet. Je vous invite aussi à mettre un petit like, à vous abonner aussi à ma chaîne et à me rejoindre sur ma page Facebook Sensacrea pour être tenu informé des prochaines publications et qu'elles soient des vidéos, mais aussi bientôt des petites fiches pour vous accompagner dans votre chemin de reconstruction. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.